Alors une ICO, avant tout, c'est une méthode de levée de fonds. D'un côté, il y a une organisation qui veut lever des fonds pour développer un projet, le plus souvent blockchain. Pour ça, l'organisation, elle va émettre ce qu'on appelle des tokens, qui sont des actifs numériques, on va y revenir. D'un autre côté, il y a des internautes qui disposent de crypto-monnaies et ils vont payer les tokens qui sont émis en crypto-monnaie pour pouvoir les obtenir. Dans un second temps, les tokens, ils sont échangeables sur des plateformes d'échange justement. Et donc ces tokens, ils sont très liquides. Et surtout, les tokens, ils doivent servir dans le projet en lui-même à terme quand il sera développé. Et donc la valeur du token, in fine, elle est censée dépendre de la valeur du service qui sera développé. Alors la particularité des ICO, c'est que les tokens qui sont émis et vendus par l'organisation, ils ne représentent pas des parts de l'entreprise. En fait, les tokens, ils représentent par exemple un droit d'usage du service qui sera développé. Et ça, c'est la grande différence avec les méthodes de levée de fonds classiques. En fait, participer à une ICO, acheter des tokens, ça revient finalement à pré-payer le service qui sera développé. Donc si je prends par exemple un exemple fictif, celui d'Air France, qui développe des miles pour les points de fidélité, une levée de fonds classique, ça consiste à acheter des actions d'Air France, et une ICO, ça consisterait à préacheter les miles. Alors on peut prendre l'exemple de Storj, qui est un service de cloud décentralisé, qui a levé 30 millions de dollars début 2017 via une ICO. En fait, Storj, ils ont développé un token qui s'appelle le Storj Coin, qui permet d'acheter de l'espace de stockage dans leur réseau. Si on veut gagner des Storj Coins, on peut le faire en louant notre propre espace libre sur notre ordinateur. Donc finalement, quand on a des Storj Coins, on peut acheter de l'espace libre sur le réseau, le garder dans un objectif de spéculation, ou encore le convertir dans une monnaie traditionnelle. Pourquoi faire une ICO? Pour les entrepreneurs, faire une ICO, ça permet de s'affranchir de certaines contraintes des méthodes classiques de levée de fonds. Ça permet en particulier de lever des montants qui n'auraient pas pu être levés ou qui auraient difficilement pu être levés avec les méthodes classiques de capital risque. Mais surtout, les ICO, ça permet de créer un effet de viralité. En fait, les détenteurs de tokens, ceux qui ont acheté au début, c'est-à-dire lors de l'ICO les tokens, ils ont intérêt à ce que le service devienne par la suite un succès. Et donc, ils vont devenir des défenseurs du projet, puisqu'ils auront envie de pouvoir utiliser le token quand le service se sera développé, ou alors de faire une plus-value par rapport à leur prix d'achat. Et ça va créer un effet de réseau, un effet de communauté, qui va servir de boost pour le projet. Alors pour les investisseurs, qui peuvent être donc des particuliers, il y a deux motivations principales pour participer à une ICO. Un objectif spéculatif, dans l'espoir que le token va prendre de la valeur au fil du temps, et un objectif utilitaire, avec la volonté d'utiliser le service qui sera développé. Et en fait, les deux se rejoignent, puisqu'en fait, les investisseurs, les particuliers qui misent sur ces ICO, justement, ils misent sur le fait que le service va se développer fortement à venir, et donc que le token va prendre de la valeur au fil du temps, et donc ils pourront l'utiliser plus tard avec une valeur supérieure, ou alors le revendre plus tard pour faire une plus-value. Pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les ICO cassent la barrière entre d'une part investisseurs professionnels, c'est-à-dire business angel, venture capitalist, etc., et d'autre part investisseurs particuliers. Maintenant, chacun va pouvoir miser sur des services qui sont jugés prometteurs. La deuxième grande raison, c'est que les ICO bousculent certaines règles de l'économie numérique classique, en particulier ce qui s'appelle l'effet de réseau. Les grandes plateformes numériques comme Facebook, Blablacar, Airbnb se sont développées avec ce qui s'appelle l'effet de réseau, c'est-à-dire que la valeur du service dépend étroitement du nombre d'utilisateurs. Et en fait, si le réseau a peu d'utilisateurs, il a peu de valeur. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, puisque s'il a peu de valeur, il y a peu d'utilisateurs qui sont incités à le rejoindre. Eh bien, les ICO, ça va permettre de changer cette règle, puisque ça va inciter les internautes à rejoindre le service le plus tôt possible, quand la valeur du token est encore très faible. Et donc ça va permettre de développer bien plus facilement, plus rapidement, des services numériques. Enfin, c'est important pour une troisième grande raison. Les protocoles comme HTTP, qui est à l'origine du web, vont pouvoir se développer de façon plus rapide et plus équitable. Aujourd'hui, on constate que la grande partie de la valeur qui a été créée par les chercheurs à l'origine du web ont été captées par les grandes plateformes comme Facebook, Uber, etc. Et en fait, les ICO vont permettre de renverser ce paradigme, puisqu'avec l'économie des tokens,
les protocoles sur lesquels se développent des applications se renforcent d'autant plus que des applications se développent par-dessus. Et ça, c'est un vrai changement. Et donc ça permettra une répartition de valeur beaucoup plus équitable. Alors pourquoi est-ce qu'on parle autant des ICO aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a eu une explosion aussi bien du nombre d'ICO que des montants levés en ICO ces derniers mois. Pour donner un ordre de grandeur, en 2016, il y avait environ une ICO par semaine. À mi-2017, on était à environ 2 ICO par jour. Et au début de l'automne 2017, on est entre 5 et 10 ICO par jour, avec des pics supérieurs à 15 certains jours. Et en montant levé, on dépasse régulièrement les plusieurs dizaines de millions de dollars, voire parfois centaines de millions de dollars, ce qui alimente d'ailleurs les critiques qui parlent d'une bulle. Alors il y a plusieurs éléments d'attention à avoir. Le premier, c'est attention au risque de bulle. On voit des projets qui lèvent des millions, des dizaines de millions, et parfois des montants qui sont décorrélés des besoins des équipes en question et déconnectés de la réalité. Donc attention aux montants records qu'on peut entendre au niveau des ICO. En réalité, les ICO les plus intéressantes, les projets les plus prometteurs, ne sont pas forcément ceux qui font le plus parler. Le deuxième élément à avoir en tête, c'est que tous les projets n'ont pas forcément un intérêt à faire une ICO, loin de là. Pour qu'une ICO fasse sens, il faut qu'il y ait un token qui ait une réelle utilité dans le fonctionnement même du projet. En fait, si vous pouvez faire votre projet sans token, c'est que vous n'avez pas besoin d'ICO. Et donc le dernier point d'attention, c'est la réglementation. Si vous présentez votre token comme un investissement financier, le token s'apparentera à un titre financier et devra alors respecter les réglementations en vigueur, et en particulier au niveau de ce qu'on appelle les KYC, c'est-à-dire les Know Your Customers. Alors les ICO sont souvent considérés comme la première killer app de la blockchain, même si beaucoup parlent d'une bulle au niveau des montants levés. En réalité, c'est tout à fait possible qu'il y ait une bulle, puisqu'il y a des projets qui lèvent des montants qui sont complètement décorrélés des réalités. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a derrière les ICO. Et en fait, le mot important, il n'est pas dans le sigle ICO. Le mot important, c'est le mot token, puisque c'est les tokens qui vont permettre de développer ce que certains appellent le Web 3.0, qui serait un web décentralisé, et qui permettrait en réalité d'aller même au-delà du web, puisque beaucoup parlent d'une token économie. On peut imaginer que des entreprises traditionnelles émettent elles-mêmes des tokens pour développer leurs actifs numériques.